Bonjour Gérard Davet. Bonjour. C'est une enquête comme vous en avez le secret avec Fabrice Lhomme. On se souvient d'un président ne devrait pas dire ça. Sur François Hollande, voici Les juges et l'assassin. C'est une enquête au cœur du pouvoir aux éditions Flammarion. Et ça fait un carton des gens en librairie parce que c'est vrai que ça fait 5 ans. On a à peine à imaginer qu'il y a 5 ans, c'était le confinement qui démarrait. Une situation inimaginable. Et vous avez enquêté 1 million de pages d'enquête pour savoir comment cette crise a été gérée et on découvre des choses absolument incroyables. Oui, 5 ans jour pour jour. Le 17 mars, on se souvient tous, le 17 mars 2020, où nous étions, puisque c'était le confinement qui était décrété par Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, on ne savait vraiment pas ce qui se passait, on ne savait vraiment pas à qui se fier. Et en fait, c'est le fondement de ce livre, c'est mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, en particulier dans le sein des saints, c'est-à-dire dans le bureau d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, d'Olivier Véran. Qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce qui s'est passé au-delà de la communication qu'on a tous subie en quelque sorte ? Oui, donc une enquête absolument incroyable. 3 juges qui enquêtent et c'est des mois d'enquête. Oui. Pour essayer de comprendre. Oui, parce qu'on part d'un principe très simple, c'est qu'entre janvier 2020 et juillet 2020, il y a eu 32 000 morts en France. 32 000 morts, ça veut dire en gros un Airbus par jour. Et ça, c'est assez impressionnant tout de même avec le recul. Et est-ce que c'est comparable à d'autres pays ? Oui, c'est comparable. Et peut-on dire qu'on a été plus mauvais sur cette période-là ? Oui, on peut le dire. Et donc, c'est à partir de ce constat-là que les 3 juges de la Cour de justice de la République, qui ont le droit, en fait, d'enquêter, et même le devoir d'enquêter sur les ministres durant les actes commis durant leur mandat, ces 3 juges se sont penchés sur les actes de ces ministres durant ces 6 premiers mois de 2020. Et nous, avec Fabrice Lhomme, on a réussi à avoir accès à leur enquête. Et elle est, comme vous le disiez, absolument fascinante, cette enquête. Oui. Alors, je cite simplement une phrase, mais on va rentrer dans le détail. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, qui s'adresse à Édouard Philippe au début de la pandémie, qui lui dit « Derrière vos décisions, des gens vont mourir ». J'allais presque dire, dans cette phrase, tout est résumé. On parle de mort, on parle de personnes qui vont mourir à cause de décisions. Exactement. Jamais, je crois, dans le travail que l'on fait avec Fabrice depuis bien longtemps, on a eu autant conscience d'être éventuellement d'intérêt public parfois dans notre travail pour le public en général. Pourquoi ? Parce que concrètement, derrière vos décisions, ces décisions, elles ont eu un impact extrêmement important. Les décisions d'Emmanuel Macron en particulier. Et là, on a accès à la fabrique de la décision et on a accès aussi aux erreurs qui ont été faites. Les juges, il faut bien comprendre que les juges sont saisis parce qu'il y a eu des plaintes de victimes. Ces plaintes ont été filtrées par la Cour de justice de la République, filtrées. Ensuite, elles ont été données à des juges qui enquêtent dessus. Et les juges, ils ont saisi tout ce qu'ils pouvaient saisir. C'est-à-dire les SMS entre Macron et Buzyn, les documents confidentiels défense, les extraits des conseils des ministres et des conseils de défense. Et à partir de ça, on peut en tirer une quasi-certitude, il faut bien le dire, c'est qu'on a gravement fauté durant les 6 premiers mois. Mais alors vous dites, on a gravement fauté. Pourtant, les conclusions de cette enquête disent le contraire, puisque personne ne va être condamné. Au fond, ils sont responsables, mais pas coupables. Alors, il ne faut pas faire de justice-fiction. On ne sait pas ce que vont décider les juges d'ici quelques semaines, quelques mois, au plus tard, avant l'été en tout cas. Simplement, ce qu'on croit comprendre et savoir, c'est que cette enquête, il n'y a pas de mise en examen. Il y en avait une, celle d'Agnès Buzyn, qui a été annulée par la Cour de cassation pour des motifs très juridiques. Et donc, sans mise en examen, il n'y a pas de renvoi ensuite. Donc, on peut effectivement spéculer sur le fait qu'il y aura un non-lieu général. Simplement, et c'est ça qui est vraiment intéressant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une faute politique n'est pas forcément une faute pénale. Oui. Et là, en l'occurrence, les fautes politiques, les fautes même en matière de décision de santé publique, elles ont été nombreuses. Elles n'ont pas forcément une qualification pénale. Donc, en gros, on peut conclure à responsable, mais pas coupable, mais responsable quand même. Oui, mais quand vous dites pas de conséquences pénales, mais des conséquences sur la vie des gens, est-ce qu'on peut dire au fond que ces décisions ont entraîné des morts ? Est-ce qu'au fond, quelque part, ces gens-là portent la responsabilité de morts qui n'auraient pas dû avoir lieu ? Alors plus que leur décision, c'est même leur non-décision. C'est-à-dire qu'on établit, les juges établissent, et donc avec Fabrice, on restitue tout ça, on l'espère sous forme assez pédagogique et intéressante, on restitue qu'il y a eu par exemple 51 rapports qui ont été adressés au pouvoir entre 2005 et 2020, 51 rapports juste avant le Covid, donc pour dire attention, la pandémie arrive, elle va survenir et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. C'était clair, précis et dit dans 51 rapports. Qu'a fait le pouvoir par rapport à ça ? Rien.
Pourquoi ? Parce que les intérêts étaient ailleurs. Il faut se souvenir des que... élections politiques, par exemple. Oui, c'était plus début 2020, important, oui. exactement, vous avez raison. Début 2020, il y a les retraites, déjà, ça occupe énormément Emmanuel Macron. Deuxièmement, il y a les gilets jaunes qui sont encore très forts. Et enfin, il y a les élections municipales qui approchent, 15 mars 2020. Et donc, du coup, le Covid naissant, eh bien, vraiment, ça n'intéresse pas grand monde en haut lieu. À part, il faut bien le dire, Agnès Buzyn, qui tire la sonnette d'alarme, d'où son SMS, Alors, oui. et qui n'est pas écouté. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au fond, vous dites Agnès Buzyn, mais c'est vrai qu'elle a été mise en cause. Et là, même dans cette commission d'enquête, c'est celle qui a pris presque le plus. Mais à un moment donné, on a l'impression, à travers votre livre, que c'est elle qui a alerté en premier. Mais c'est pas qu'une impression, elle a alerté en premier, elle n'a pas cessé. Et ça, du coup, on a ses SMS et ses WhatsApp avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, donc on voit bien ce qui s'est passé. Elle a alerté tout de suite, très rapidement, parce que c'est un vrai médecin. Peut-être pas une femme politique, mais un vrai médecin. Et Emmanuel Macron et Édouard Philippe la traitent vraiment par le mépris. Par exemple, Édouard Philippe répond par un SMS en disant « oui, ça va occuper l'espace ». Bon, on a connu le Premier ministre plus intéressé, plus affairé. Ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'ils sont occupés par ailleurs par autre chose. Édouard Philippe se présente au Havre. Il veut gagner le Havre. Emmanuel Macron, des petites ambitions au quotidien face à des enjeux de santé publique. Par ailleurs, l'argent manque déjà à l'époque. Donc, mettre beaucoup plus d'argent dans l'achat de masques préventifs, pas question. Faut-il pour autant donner plus d'argent à Santé publique France ? Pas question, alors que ces institutions crient famine. Tout ceci va aboutir à une situation qui fait qu'on va être obligé de décréter un confinement extrêmement violent le 17 mars, à contre-temps. Les Italiens et les Espagnols ont confiné avant nous, et extrêmement violent. Plus violent qu'ailleurs, parce que là, la coercition, la fameuse autodéclaration c'était pour très sortir, violent, le fait que les gens ne pouvaient pas être auprès des morts au moment des enterrements. C'était privatif de liberté, très violent. Pourquoi ? Parce qu'on a tardé, on a vraiment tardé, à prendre les mesures qu'il fallait, à anticiper la survenance de cette pandémie qui était annoncée. Oui, alors Agnès Buzyn, encore un mot là-dessus, parce qu'elle a pris cher. Elle était sous protection policière. Est-ce qu'à un moment donné, on lui a fait porter le chapeau ou qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait, c'est un personnage passionnant. On en parle beaucoup dans le livre parce que c'est un personnage vraiment très humain. Elle a alerté. C'est un médecin de très bon niveau qui a alerté, qui a su voir les choses. Et puis, c'est aussi une femme qui se voulait femme politique et qui est partie à la conquête de la mairie de Paris, qui s'est pris un gadin monstrueux, on s'en rappelle, devant Dati et Hidalgo. Elle n'était vraiment pas au niveau pour le coup. Et ensuite, il se trouve qu'elle va patauger, parce qu'elle va être abandonnée par plein de monde, elle va patauger pour se défendre devant les commissions d'enquête parlementaire, et il n'y aura pas grand monde qui va la soutenir. Elle va être mise en examen très, très rapidement par la Cour de justice. Pourquoi ? Il y a quand même des faits. C'est qu'elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour prévenir l'arrivée de la pandémie et pour lutter contre. Ça, c'est vrai. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de reconstitution de stock d'antiviraux, de stock de masques, etc., etc. Mais c'est elle qui va prendre pour les autres, c'est vrai. Et il y a aussi, il faut bien le dire, eu des relents antisémites dans des campagnes contre elle. Donc elle a pris pour les autres, elle a pris violemment. Oui, trop violemment. Son père est un héros, était à Auschwitz, de Agnès Buzyn. Mais alors, par exemple, vous dites, les décisions qu'on pourrait penser dictées par des comités scientifiques, des décisions qui sont d'intérêt sanitaire, comme par exemple le masque, en fait, sont dictées par le fait qu'il n'y a pas de masque. Donc on dit au fond aux gens, on dit vous en avez besoin, puis après on dit finalement on n'en a pas assez, alors on explique aux gens qu'en réalité on n'a pas besoin. Et là, on touche à la communication politique et qui a été extrêmement défaillante. Il n'y a pas un seul ministre, que ce soit Buzyn ou un autre, ou Édouard Philippe, ne va reconnaître qu'ils ont fauté. Mais ils vont mentir effrontément à la télévision, aux Français. Et il n'y avait que ça en plus, il n'y avait que la télévision pour nous tenir au courant. Et ils vont mentir effrontément en disant « le masque ne sert à rien, par ailleurs on ne sait pas le mettre, évidemment on en a assez ». C'est faux. Oui, on se souvient de Sibeth Ndiaye, qui était porte-parole du gouvernement à l'époque. Qui va à la télévision, qui dit oui, le masque ne sert pas à grand-chose, et puis en fait, en plus, ça se périme trop rapidement. En fait, et là, c'est passionnant cette enquête, parce qu'au fait, on a les échanges de mails et de WhatsApp et de SMS avant, et de documents officiels qui disent attention, on n'a pas de masque. Attention, ils sont périmés. Et donc, on n'a pas reconstitué le stock, faute de financement. Et donc, ils le savent tous dès le départ. Et d'ailleurs, il y a des extraits des conseils de ministres où on voit Édouard Philippe qui annote sur la marge « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les masques ?» Et en fait, ils savent. Ils savent que c'est utile, mais ils savent qu'ils n'en ont plus. Et donc, ils vont mentir à la télévision en disant « Bon,
on peut s'en passer. Oui, alors ce qui est incroyable, alors, le confinement, vous disiez au fond que ce confinement va être précipité, extrêmement dur, beaucoup plus dur qu'ailleurs en Europe, mais on pourrait revenir sur les mesures qui ont été prises, qui peuvent paraître avec 5 ans de recul complètement aberrantes. Le fait qu'on ne pouvait pas s'asseoir dans un café, mais on pouvait être debout, qu'on ne pouvait pas peut-être aller se promener en forêt tout seul, il fallait mettre un masque, ou ce genre de choses, où il y avait des millions de contraventions qui étaient déversées, et au fond, les gens pouvaient trouver ça absurde, s'auto-signer une autorisation de sortie pendant 1 heure. C'était absurde. C'était absurde. Je me rappelle, anecdote personnelle, j'étais parti faire un footing dans le bois de Vincennes, qui se trouve à 1 kilomètre de chez moi. J'ai dépassé ce kilomètre et j'ai été arrêté par les policiers à l'orée du bois de Vincennes. Et donc, je me suis dit, mais où suis-je? Et en fait, oui, il y a eu des décisions qui ont été prises à contresens, parfois ridicules, parfois efficaces, parfois non efficaces. Dans tous les cas, dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas anticipé quoi que ce soit et qu'on s'est mis vraiment à se mettre en ordre de bataille à partir du 15 mars 2020, la fin des élections municipales. Oui, alors ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est ça interroge sur le pouvoir politique. Ça interroge sur les décisions qui sont prises. Hein. Quand vous dites les juges et l'assassin c'est le Covid, mais au fond derrière, il y a aussi des responsables. Il y a en tout cas des complicités, peut-être pas forcément de leur plein gré, mais au moins à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire que, prenons un exemple tout simple. Ce livre, Emmanuel Macron est absolument présent partout dans ce livre, sauf qu'il n'a jamais été interrogé par les juges. Son immunité présidentielle le sert à ce niveau-là. Et par ailleurs, il n'a pas souhaité, les juges ont essayé de convoquer ces différents conseillers. Ils sont venus. Elles sont venues plus précisément et elles n'ont pas souhaité répondre. Elles ont toujours répondu par la négative à toute question des juges. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne veut pas, à son plus haut niveau, donner l'explication sur son action. Ce qui est tout à fait dommage et ça manque de transparence. Parce que là, on n'est pas les seuls à le dire, hein, Jean-Michel Blanquer l'a dit lui aussi dans un livre, c'est pendant le Covid qu'Emmanuel Macron a le mieux goûté ou mesuré sa toute-puissance. Et oui, il s'est entouré d'un conseil scientifique à sa botte, que Édouard Philippe, d'ailleurs, dans le livre et devant les juges, dit clairement « Moi, c'était pas mon truc, c'était vraiment le truc du président ». Et en fait, Emmanuel Macron a décidé vraiment seul. Ce qui a abouti à des trucs absolument invraisemblables, comme par exemple sa visite chez Didier Raoult. Oui, à Marseille. Mais quand vous dites il a goûté au plaisir de la toute-puissance, ça c'est une accusation très grave. C'est-à-dire qu'au fond, à un moment donné, le pouvoir de coercition, le pouvoir sur la liberté, compris d'ailleurs de priver de liberté des millions de personnes, c'est quelque chose de grisant quand on est à la tête d'un pays. Je me garderais de le dire parce que j'ai jamais été à la tête d'un pays. Je pense qu'effectivement c'est grisant. Je pense qu'aussi il y a un truc qui est vraiment très très important, c'est la décision collégiale, s'entourer de gens qui vous disent non, qui vous disent le contraire de ce que vous pensez, y compris pour vous faire changer d'avis. Pour avoir pour le coup suivi de très près François Hollande pendant son mandat, il avait des gens autour de lui qui le mettaient en garde, ce qui fait qu'il a fait quelques erreurs, mais pas beaucoup non plus. Emmanuel Macron, on a écrit un livre dessus, qui s'appelle Le traître et le néant, et dans lequel on racontait, et vraiment sur la base de bonnes sources, que Emmanuel Macron avait ce talent absolu de savoir séduire, mais qu'il ne s'entourait que de gens qu'il avait séduits. Et donc, du coup, il est incapable, en fait, de considérer que d'autres peuvent avoir raison et pas lui. Ce qui est un problème quand on est à la tête d'un pays comme la France et ça débouche sur les situations telles qu'on vit actuellement, sans majorité parlementaire, oui, sans quoi que ce soit d'ailleurs. Mais au-delà, ce fameux conseil scientifique, par exemple, au fond, est-ce qu'il avait un réel pouvoir? Il n'avait aucun pouvoir. Être un contre-pouvoir qui allait dicter les mesures sanitaires. Il n'avait aucun pouvoir. Vous avez reçu Delfrécy ici. Oui. Nous, on le raconte dans le livre. Il y a un passage sur lui, un chapitre sur lui. Il n'avait aucun pouvoir. Si Delfrécy qui présidait donc ce conseil scientifique. Il présidait le conseil scientifique. En fait, ce conseil scientifique était constitué de gens qui étaient cooptés ils se cooptaient entre eux. Delfrécy était dedans. Didier Raoult est très vite parti parce que c'était le seul à avoir un avis, pour le coup, extrêmement divergent. Et ils ont délivré des avis, mais qui n'ont pas toujours été suivis d'effet. Certains ont été retardés sciemment. Par exemple, sur le 3e confinement, celui de 2021, de l'hiver 2021, eh bien, ils avaient un avis très très fort en disant il faut confiner le plus vite possible. Emmanuel Macron a demandé à ce que cet avis soit rendu tardivement. Il y a les considérations économiques aussi, le fameux quoi qu'il en coûte. Économique. Qui a été en France le plus coûteux. Oui. Alors nous, on n'a pas enquêté sur la deuxième partie de la gestion gouvernementale. On a enquêté sur les 6 premiers mois. Sauver les entreprises. Les juges ont enquêté sur les 6 premiers mois. Dedans, il y a le quoi qu'il en coûte, etc. Mais
on n'a pas enquêté sur les conséquences du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a coûté très cher. Et d'ailleurs, le gouvernement, Emmanuel Macron, se réfugie derrière ce quoi qu'il en coûte en disant, bah oui, mais si nos finances sont dans le rouge, c'est parce qu'on a protégé les Français. Oui, c'est vrai, ils ont protégé les Français. Mais un, ça a coûté très cher. Deux, aujourd'hui, il y a un bon nombre de PME qui se retrouvent à payer, à devoir rembourser leurs prêts, ce qui est tout à fait logique, mais qui ne peuvent pas le rembourser. Et donc, il y a des faillites d'entreprises très nombreuses. Je ne sais pas, je ne suis pas compétent pour juger de ce qu'il fallait faire. Mais concrètement, il y a eu, on s'en rend bien compte dans cette enquête, à la fois des dysfonctionnements majeurs au niveau de la santé publique et aussi des décisions un peu précipitées. Oui, oui. Alors, on pourrait aussi parler de la santé mentale, hein, notamment des jeunes, qui encore aujourd'hui, 5 ans après, est impactée selon beaucoup d'études. La question de la vaccination, est-ce que là aussi, il y a eu des mensonges sur la capacité du vaccin à protéger de la transmission? Par exemple, il y a des informations contradictoires. Delfrécy l'a avoué dans un livre. Alors, je n'ai pas lu son livre et par ailleurs, encore une fois, on a enquêté sur les 6 premiers mois, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, pas de détecteur de température dans les aéroports. C'est là que vraiment, on a vraiment été très très mauvais et que ça a coûté, je réponds à votre première question, il y a eu des morts qui n'auraient pas dû avoir lieu si on avait prévenu cette pandémie. Par la suite, les vaccins, oui, on a mis très longtemps, mais c'est vrai que là, on s'est rendu compte que Macron avait un fort pouvoir d'entraînement, qu'il a réussi à mobiliser l'Europe et qu'on a pu acheter des vaccins. Sur les conséquences du vaccin, je me garderai bien de me prononcer, les juges n'ont pas enquêté là-dessus, je ne suis pas médecin. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une sorte de zone grise, on ne sait pas exactement ce que ces vaccins avaient comme protection parfaite. Vous avez reçu M. Delfrécy ici, il en sait bien plus que moi sur la question. Oui, il disait effectivement que, par exemple, il avait informé le gouvernement, le ministre Véran à l'époque, que le vaccin ne protégeait pas totalement de la transmission. Et on en revient à la communication. La communication n'avait pourtant pas été changée. On disait continuez. On en revient à la communication. Parce qu'il fallait absolument que les gens se vaccinent, y compris les plus jeunes. Donc derrière tout ça, au fond, c'est presque un exercice grandeur nature des limites du pouvoir que l'on découvre là. Et des limites du pouvoir et des limites de la communication politique. Et c'est une leçon absolument majeure que l'on tire de ce livre, dans ce livre aussi. D'ailleurs, le numéro 2 de Matignon, Benoît Ribadeau-Dumas, qui était le directeur du cabinet d'Édouard Philippe, nous le dit, enfin le dit au juge plus précisément, c'est le seul à reconnaître ses torts. Hein. Il dit on a fauté, triplement fauté, sur la préparation, sur la façon d'endiguer le virus et sur la communication. Bien sûr qu'on a fait des erreurs. Et ça rejoint ce que vous dites à l'instant, c'est que fallait-il faire? Dire toute la vérité? Par exemple, il y a un chapitre entier dans lequel on dit que le gouvernement n'a jamais souhaité employer le terme pénurie pour les masques. Ils ont préféré dire il y a des tensions sur la chaîne d'approvisionnement. Jamais le terme pénurie, parce que le terme pénurie, ça débouchait sur faute, sur dysfonctionnement, sur crise. Et donc, la communication doit-elle tout dire en période de crise ou doit-elle mentir effrontément pour protéger et prévenir des mouvements de panique? Oui. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais à tout le moins, cette crise amène des questions auxquelles il aurait fallu répondre et je ne suis pas certain que si une nouvelle crise intervenait, on aurait déjà la réponse. Mais c'est vrai qu'on se souvient d'Emmanuel Macron au tout début disant mais vous pouvez sortir, vous pouvez aller au théâtre, il n'y a pas de problème, et puis quelques semaines plus tard dire à la télévision nous sommes en guerre. Oui. Il y a un moment donné, on sent que la réalité les rattrape. La réalité les rattrape, la panique. À l'époque, il faut bien se souvenir que nous avions des clusters monstrueux dans l'est de la France qui intervenaient. On voyait des images tous les jours d'Italie avec des morgues absolument énormes qui se construisaient. Enfin, c'était vraiment... On était dans une atmosphère de fin du monde. Donc, décréter la fin du monde et la guerre à ce moment-là, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas dans la tête du président. Mais... En vérité, le propos de ce livre, c'est surtout de dire qu'on aurait dû être bien meilleur. Pendant un moment donné, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a considéré que la France était peut-être le pays le mieux préparé pour endiguer une pandémie. Il disait ça en 2006-2007. Roselyne Bachelot est arrivée. Il y a eu la crise H1N1. Elle a pris des mesures très importantes, dont l'achat de masques par millions. Et en fait, ça s'est révélé vain parce que la grippe H1N1 n'a pas été vraiment mortelle. Et on en a tenu compte et on a vraiment reproché à Bachelot ceci, et même par voie d'enquête pénale. Et du coup, les politiques se sont dit, bon... ce sujet de santé publique, c'est pas notre truc, on va laisser ça aux spécialistes. Sauf que les spécialistes et l'administration en particulier, si on ne leur donne pas d'ordre, ils font rien. Oui. Mais je reprends ce chiffre, vous avez dit le nombre de morts pendant la période du 32 000. Début, vous avez enquêté, on dit 170 000 au total en France.
un bilan qui aurait pu être moins lourd. C'est au fond, il y a des gens qui sont morts et... c'est pas nous qui le disons. Oui. Ce sont les spécialistes qui sont interrogés par les juges, des professeurs de santé publique, des anciens directeurs généraux de la santé, l'ancienne patronne de Santé publique France. Tous disent la même chose. S'il y avait eu des masques en quantité, si on avait mieux appréhendé le sujet des EHPAD, si on avait confiné plus tôt, de manière différente, si, et oui, il y aurait eu moins de morts. Oui. Évidemment qu'il y aurait eu moins de morts. Alors, on va vous nous répondre, On n'a c'est pas facile. la volonté, on va dire, voilà, les hommes politiques n'avaient évidemment pas la volonté de faire des morts, mais bien sûr que voilà, non. ils n'étaient pas préparés, c'est une crise unique dans l'histoire, on va vous répondre ça. Et ils vous répondre aussi qu'un jugé a posteriori, c'est quand même très simple. Tout ceci est vrai. Simplement, 51 rapports qui vous disaient 1, la pandémie arrive, 2, voilà ce qu'il faut faire. Aucun de ces rapports n'a été pris en compte. Et même, j'irai même plus loin, il y a eu ensuite des rapports qui ont été faits, ce qu'on appelle des rétex, retours d'expérience, qui ont été donnés au pouvoir pendant la crise. Genre juin 2020. Eh bien, ces rétex, on a demandé à Édouard Philippe s'il les avait lus. Il répond, non, je ne l'ai pas lu. C'est même lui qui avait commandé ces rétex à un général de gendarmerie. Il ne l'a pas lu. Ce que je veux dire par là, c'est que une crise chasse l'autre et qu'on passe à autre chose et qu'on oublie d'en tirer les enseignements. Et en matière de santé publique, l'essentiel, c'est de tirer les enseignements. Oui. Et puis se dire, au fond, peut-être ça développe dans l'opinion publique l'idée d'une sorte d'impunité de la classe politique qui, au fond, n'a pas de compte à rendre sur une crise d'une telle gravité. Alors, c'est l'argument qui a été beaucoup évoqué à partir de cette enquête, sur cette enquête des juges. C'est, mais qu'est-ce que les juges viennent faire là-dedans? Que veulent-ils chercher des noises aux politiques? Ce à quoi on répond, et ce n'est pas nous qui répondons, d'ailleurs c'est Robert Badinter que l'on cite, qui dit mais bien sûr que le politique doit rendre des comptes, y compris sur le plan pénal, parce que pourquoi il serait à l'abri de toute poursuite ? Pourquoi ? Il ne s'agit pas de désigner des assassins ou de désigner des coupables, il s'agit de chercher des responsabilités, et parfois elles peuvent être pénales. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens, là, dans tout ce que vous citez, qui auraient dû, vous pensez, être traduits en justice ? Moi, je ne pense pas. Vous pensez évidemment à parler d'Édouard Philippe. C'est pas mon boulot de dire ça. Simplement, avec Fabrice Lhomme, ce qu'on dit, c'est qu'on conclut en disant que responsable mais coupable ou irresponsable et pas coupables. Je pense qu'aujourd'hui, on peut conclure qu'ils ont été parfois irresponsables, mais qu'ils n'ont pas forcément été coupables parce que les incriminations pénales ne correspondent tout simplement pas à ce qu'ont trouvé les juges. Mais ça rappelle la formule de Georgina Dufoy, l'affaire du sang contaminé, qui finalement n'a jamais été vraiment disculpée. Cette formule lui a été reprochée. Exactement. Coupable, mais ça, responsable mais pas coupable. Oui, responsable mais pas coupable. Mais là, en France, on est le seul pays où il y a une enquête judiciaire qui a été faite sur la gestion du Covid au monde. Et on est les seuls, avec Fabrice Lhomme, à raconter ça dans ce livre et à dévoiler les dessous de cette enquête. Et pourquoi elle rencontre un succès en librairie? C'est parce qu'elle dit des choses qui ne sont jamais dites. C'est-à-dire la non-communication, la non-préparation, les échanges de WhatsApp, de SMS, etc. au sein du pouvoir. On comprend mieux la panique qui les a pris et l'impréparation. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres impératifs. Si on peut en tirer aujourd'hui des leçons pour la prochaine pandémie qui surviendra à coup sûr, ce serait au moins l'intérêt de ce livre. Merci beaucoup, Gérard Davet. Merci pour l'invitation. Avec Fabrice Lhomme, Les juges et l'assassin, l'enquête secrète au cœur du pouvoir est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Gérard Davet, d'avoir été notre invité aujourd'hui.